Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier d'abord la Chambre de commerce française à Hong Kong et en particulier Caroline Semelin, donc pour la mise en place et l'organisation de ce webinaire. Une mise en place rapide et efficace puisqu'elle a été décidée il y a seulement quelques jours ou quelques semaines. Et puis merci à vous tous pour votre participation aujourd'hui, car je crois que vous êtes près d'une soixantaine de personnes à vous connecter pour ce webinaire. Alors, ce webinaire aujourd'hui, 3 intervenants. Donc, sur le slide d'après. Voilà. Donc, Bertrand Cosson, qui est le patron de l'ingénierie patrimoniale Banque Transatlantique. Alors, pour ceux qui se posent la question de ce qu'est une ingénierie patrimoniale, c'est un département spécifique que l'on retrouve, dans de nombreuses banques et qui regroupe un certain nombre d'expertises, notamment juridiques et fiscales, et dont la finalité consiste à supporter une démarche en termes de conseil à forte technicité et forte valeur ajoutée. Voilà. Et Bertrand, donc, qui est le patron de ce département, est basé à Paris et il nous a fait le plaisir déjà plusieurs fois de supporter un certain nombre de conférences organisées d'ailleurs avec la Chambre de commerce à Hong Kong quand c'était encore possible. Séverine Vulins, donc, qui est banquier privé basé à Hong Kong, et puis moi-même, donc Hervé Guinbert, qui suis responsable du bureau Banque Transatlantique basé à Hong Kong également, mais pour le coup, j'interviens depuis Paris. Voilà, le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, au vu de la situation sanitaire mondiale et surtout la façon dont Hong Kong gère la situation localement, on sait aujourd'hui que de nombreuses familles françaises ont quitté la place et d'autres familles se posent la question aujourd'hui françaises de quitter la place quand certaines ont déjà fait ce choix-là de partir, notamment l'été prochain. Ce constat-là, ça a été le point de départ en fait de l'organisation de cette intervention et l'on parlera donc d'un certain nombre, on abordera donc un certain nombre de sujets, notamment pour ceux qui ont fait le choix de rentrer en France ou qui vont le faire, le régime de faveur des impatriés, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y en a un certain nombre d'autres. Il y a ce qu'on peut également optimiser ou faire avant un retour. Est-ce qu'il faut, par exemple, purger ses plus-values financières? Les conséquences d'éventuelles donations qui ont déjà été faites, l'accompagnement de manière plus globale que l'on peut apporter donc, dans le cadre d'un retour en France, et donc les préconisations que l'on pourrait apporter dans ce cadre-là. Alors, on commencera d'abord peut-être par vous parler de la Banque Transatlantique, de ses différences et de ses différents savoir-faire. La Banque Transatlantique, aujourd'hui, donc, elle est adossée à un grand groupe qui s'appelle le CIC Crédit Mutuel. Donc, c'est aujourd'hui, au 31/12/2021, 55 milliards d'euros d'encours. C'est une structure à taille humaine, c'est un peu plus de 400 collaborateurs, 413 exactement à aujourd'hui. Et sur les 413 collaborateurs que l'on dénombre, on en a une bonne centaine qui sont complètement dédiés à l'international. Alors, à travers déjà les implantations dont nous disposons à travers le monde, mais également le staff, une partie du staff qui est basé à Paris et qui est complètement dédié, là aussi, donc sur la clientèle non résidente. 2 types de gouvernance, un conseil d'administration et un directoire, différents savoir-faire, différentes expertises reconnues, l'international, donc ça fait partie ça, de l'ADN historique de la Banque Transatlantique, l'actionnariat manager avec une double branche, un accompagnement donc, sur le management des plans de stock option et d'actions gratuites sur les aspects corporate et sur les aspects private. La gestion d'actifs, nous avons notre propre société de gestion avec Dubli Transatlantique Gestion. Et puis également donc, des savoir-faire et des métiers qui sont relativement récents chez nous, les institutionnels et la philanthropie. Donc un certain nombre de récompenses sont venues dans le temps s'exprimer sur ces différents savoir-faire. Sur les implantations, si on peut passer sur le slide d'après, voilà. Donc là, on voit le mapping et la présence de bureaux ou
d'implantation banque transatlantique à travers le monde. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 3 millions de Français expatriés. Le mot expatrié n'est pas forcément le terme le plus approprié, on va dire de non-résidents, un Français installé à l'étranger. Un grand réservoir est basé en Europe. La moitié, 50% de ces Français à l'étranger sont en Europe, essentiellement au UK, Londres, c'est un gros réservoir de Français, 300-350 000 Français, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique et un certain nombre d'autres pays. Donc nous avons là, le siège est à Paris, un certain nombre d'autres représentations donc en Europe. En Amérique du Nord, donc avec des implantations à San Francisco, Boston, New York et puis Montréal au Canada. Et puis pour la partie Asie, donc Singapour et Hong Kong. Et à chaque fois, pour ces implantations, donc nous avons mis en place et développé un business model assez spécifique, donc qui vise localement, entre autres, c'est pas l'unique modèle, mais c'est le grand tronc commun, qui est d'accompagner en fait les Français qui sont sur place. Voilà. Et donc l'idée étant de créer des ponts entre la France et l'étranger notamment, qui est un des grands savoir-faire de la Banque transatlantique. Pour dire quelques mots sur le groupe auquel on appartient, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, comme l'a évoqué Hervé. Donc, Banque transatlantique est donc filiale à 100% du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via le CIC. Donc, en quelques chiffres, le Crédit Mutuel, c'est 27,9 millions de clients, c'est 425 milliards d'euros de dépôt clientèle, 444 milliards de prêts, et avec des capitaux propres de 53 milliards. Donc, ce qui nous permet d'avoir un très bon ratio de solvabilité de 18,8% et d'avoir de bonnes notations aussi dans chaque agence de notation, Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Alors, à noter que le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est la première banque à mission en France, et cela depuis 2020. Donc, avec un fort engagement social et environnemental. Pour citer un exemple, la banque est très engagée dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, naturellement, la Banque transatlantique essaye aussi de mettre en place ces choses-là au sein de ses activités. Je vais donc passer maintenant la parole à Hervé pour le préambule sur la convention entre la France et Hong Kong. Voilà, alors avant d'entrer avec Bertrand donc, sur les sujets techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a aujourd'hui signé environ 125-130 conventions fiscales donc avec autant de pays. Ces conventions fiscales sont en fait des accords bilatéraux formels entre deux pays. Et ces accords ont pour objectif, de définir le lieu d'imposition et donc d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et de ce fait également de renforcer considérablement la coopération entre les pays. Ce sont des traités qui en général reflètent généralement le modèle OCDE, mais qui ne couvrent pas nécessairement tous les sujets. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une convention fiscale entre la France et Hong Kong qui a été négociée en fin d'année 2010 et applicable à partir du 1er janvier 2011, voilà, qui couvre sur le côté français l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les diverses taxes sur les salaires, CSG, CRDS, et anciennement impôt sur la fortune, qui est devenu l'IFI depuis 2017. Et pour la partie Hong Kong, donc les profits, impôts sur le revenu et taxes foncières. Voilà. C'est un des angles morts de la convention fiscale, donc, puisqu'elle ne traite pas forcément des droits de donation et de succession. Slide suivant. Ok, donc merci Hervé, merci à la Chambre de me donner à nouveau l'occasion, même si c'est en webinaire, de participer à cette conférence fiscale. Donc là, juste une petit complément par rapport à ce que disait Hervé. Il y a à la fois la convention fiscale, en effet, entre la France et Hong Kong, et vous avez eu maintenant une convention qu'on appelle la convention multilatérale, qui a été signée par quasiment tous les pays, on va dire, quasiment de l'OCDE, si ce n'est les États-Unis, et qui, on va dire, s'applique en parallèle
potentiellement de la convention fiscale. Donc, vous avez un nouvel instrument et Hong Kong a aussi signé cette convention multilatérale. Donc, elle n'est pas encore complètement entrée en vigueur entre la France et Hong Kong, mais elle peut parfois, de ci, de là, elle pourra éventuellement modifier tel ou tel point, mais c'est un peu plus technique, de la convention. Là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, là, on va commencer en effet par un petit préambule, mais assez rapide sur comment on devient résident fiscal de France. Ensuite, on verra le sujet, on va dire, spécifique d'un retour en France. C'est en effet un régime de faveur qui s'appelle le régime des impatriés. Et en fait, vous verrez qu'il y a au moins 2, voire 3 régimes des impatriés qui à la fois a des intérêts en matière de rémunération, mais aussi en matière financière. Et ensuite, on verra d'autres points sur l'immobilier, en effet, et les donations. Le premier point, c'est sur la résidence fiscale, en effet, en France. Et à la fois, on a des critères français pour être résident de France. À la fois, bien, comme vous le savez, vous avez aussi des critères à Hong Kong pour être résident de Hong Kong. Et puis éventuellement, si on est résident des 2 États, c'est là où la convention fiscale a aussi son objet pour voilà, trancher ce qu'on appelle le conflit de résidence, puisqu'on ne peut pas être résident des 2 États, mais d'un seul État. Et c'est la convention fiscale qui viendra éventuellement trancher ce conflit. Globalement, on est résident fiscal français, du point de vue en tout cas français, si on a son foyer en France. Donc globalement, le foyer, c'est le lieu d'habitation du contribuable, de son conjoint ou assimilé et de ses enfants mineurs. Hein. Et en effet, on parle souvent en France du critère des 183 jours, mais le critère des 183 jours de présence en France, il existe, mais il n'existe que si on n'a pas de foyer. Donc finalement, c'est le critère du nombre de jours de présence en France, c'est un critère qui est vraiment très accessoire, qu'on applique finalement que dans certaines situations. Sinon, on applique le premier critère, le foyer. Le deuxième critère, c'est d'avoir une activité professionnelle principale en France. Et le troisième critère, c'est d'avoir un centre des intérêts économiques en France, et notamment un centre des intérêts économiques en France. C'est le lieu de la principale source des revenus. Et la spécificité, en effet, française, c'est qu'il suffit qu'un seul de ces 3 critères soit respecté pour être résident français à partir du moment, au jour, si je puis dire, où on respecte ce critère. Hein, la France, il n'y a pas, on va dire, on n'est pas résident forcément rétroactivement depuis le 1er janvier de l'année. Hein. Si on devient résident français le 21 avril 2002, on était éventuellement résident à Hong Kong du 1er janvier au 20 avril. Et à partir du 21 avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, on est résident de France. Et ces critères, ils s'appliquent, là aussi, c'est important pour les expatriés, ils s'appliquent conjoint par conjoint, parce qu'évidemment, nous, on a souvent des clients qui vont commencer à revenir en France, par exemple, pour travailler, et éventuellement, le conjoint et les enfants vont rester, par exemple, à Hong Kong. Donc là, on peut avoir éventuellement des petites différences de résidence fiscale au niveau des conjoints, donc à vérifier, bien évidemment, au cas par cas. Là, on vous a rappelé, mais vous les connaissez, les critères pour être résident à Hong Kong, c'est globalement un critère de jours sur l'année fiscale ou sur les 2 années fiscales, ou tout simplement d'avoir une résidence habituelle à Hong Kong. Et vous voyez, si jamais, notamment la première année, on va dire, où on bascule éventuellement la résidence fiscale, on pourrait être, le cas échéant, résident de France et résident de Hong Kong. Et donc là, c'est la convention qui va venir trancher le conflit en disant le premier critère, ça va être le foyer d'habitation permanent. Donc globalement, est-ce que vous avez conservé à Hong Kong une habitation permanente ou pas? Si vous en avez une à Hong Kong, une en France, on va passer au deuxième critère, le centre des intérêts vitaux. Alors c'est le lieu des intérêts personnels et économiques. Là, c'est les 2. Et si jamais ça ne tranche pas, on va aller au séjour habituel et puis on terminera. Le dernier critère, qui est le critère ultime, si je puis dire, c'est la nationalité qui peut rattraper. Mais vous voyez, c'est vraiment un critère de nationalité qui est très accessoire. Et voilà. Et pour ceux que la jurisprudence fiscale, s'il y a des professionnels qui nous écoutent aussi, je vous ai mis une décision assez récente de fin décembre 2020, justement, mais qui ne concerne pas les personnes physiques,
mais un fonds de pension de Hong Kong qui, n'étant pas soumis à l'impôt à Hong Kong, ben, on lui a retiré la qualité de résident au sens de la convention fiscale, puisque comme il n'est pas soumis à l'impôt à Hong Kong, il est exonéré de tout impôt. Il n'a pas la qualité de résident au sens de la convention fiscale. Voilà, ça c'était un petit on va dire, rappel relativement rapide sur la résidence fiscale. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin de l'exposé. Là, on va attaquer justement le cœur du sujet, le régime de faveur des impatriés. Et juste avant, pour rappel, notamment ceux qui ont perdu de vue la fiscalité française, voilà aujourd'hui le barème de l'impôt sur le revenu en France en 2021, parce que nous, la spécificité française, c'est qu'on vote en fin d'année le nouveau barème. Hein. Donc là, comme on est en plus en élection présidentielle et bientôt élection législative, c'est en effet dans la loi de finances de fin d'année qu'on va décider du barème qui va s'appliquer en 2022. C'est pour ça que je vous présente pour l'instant le seul qu'on connaît bien, c'est le 2021. Vous voyez un barème progressif avec 5 tranches d'imposition. 0% si on a moins de 10 000 euros de revenus pour une part de quotient familial, puisqu'en France, on a un système de quotient familial. Donc, ça veut dire que quand on est, par exemple, un couple marié, on a le droit à 2 parts de quotient familial. Et si on a des enfants rattachés, ben, on a des parts additionnelles qui viennent un petit peu modifier ce calcul de barème. Et vous voyez donc un barème progressif qui va jusqu'à 45% au-delà de 60 000 euros de revenus imposables en France, donc pour un nouveau, en tout cas, résident, un nouveau résident français. Donc le régime impatrié, c'est la slide suivante, va justement venir, on va dire, améliorer l'application de ce barème qui s'applique à tous les résidents, notamment sur leur activité professionnelle. Le régime impatrié, donc il a été créé et modifié il y a maintenant une quinzaine d'années, hein, donc on a un peu de recul maintenant sur ce dispositif qui a subi parfois quelques petites modifications, mais sur le principe, il est resté globalement stable depuis 15 ans, ce qui en France est déjà un bon soutien d'avoir une stabilité pendant 15 ans. Donc ce régime des impatriés, il concerne en fait l'impôt sur le revenu et il va concerner les salaires des salariés ou dirigeants salariés, c'est-à-dire les dirigeants assimilés salariés. Et le fait de pouvoir bénéficier de ce régime, ça va permettre une exonération de la prime d'impatriation, soit le montant réel de la prime d'impatriation, soit un montant forfaitaire qui est fixé à 30% de la rémunération. Donc ça, c'est pour la partie, vous voyez, vous revenez éventuellement en France, vous êtes salarié, vous allez pouvoir, on va le voir après avec quelques bémols, bénéficier de cette exonération. Et si jamais vous conservez en même temps une partie d'activité exercée à l'étranger, par exemple, vous venez travailler en France et vous avez encore une partie d'activité à Hong Kong, on peut bénéficier là aussi d'une exonération, en tout cas partielle, de l'activité exercée à l'étranger, qui peut être jusqu'à 20% de l'activité française, mais c'est là où ça se complique, avec une limite globale de 50% de la rémunération. Donc, ce que vous pouvez retenir dans les choses un peu simples, hein, parce que c'est un dispositif relativement complexe, c'est que en le je dirais, négociant bien, on peut aller jusqu'à, pourquoi pas, 50% d'exonération d'impôt sur le revenu sur la partie rémunération. Et ce régime impatriation donne aussi accès à aussi 50% d'exonération de certains revenus financiers et plus-values de cession de valeurs mobilières. On va revenir après plus en détail là-dessus. Mais c'est un régime où il n'y a pas d'exonération de charges sociales, hein, c'est juste un régime en matière d'impôt sur le revenu, ce n'est pas un régime en matière de charges sociales, il y a juste quand même un avantage pour l'employeur, parce qu'il n'y a que lui qui paye la taxe sur les salaires, en principe, là il peut avoir une exonération de taxes sur les salaires dans le régime impatrié, donc là il y a quand même, le cas échéant, un avantage aussi pour l'employeur dans le cadre de ce régime impatrié. Et le dernier point aussi, c'est que si jamais on est notamment détaché
au sens de la sécurité sociale. On revient travailler en France, mais avec un contrat de détachement, par exemple, d'un contrat à la base de Hong Kong. Et ben, si on verse des cotisations sociales dans le pays d'origine, on peut déduire ces cotisations sociales de la rémunération qui va être soumise à l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, un dispositif assez intéressant, un peu compliqué entre la partie d'activité en France, éventuellement la partie exercée à l'étranger, et qui évidemment, puisque c'est un régime de faveur en France, il est soumis à des conditions qui sont sur la slide suivante. Globalement, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime? Ben, comme je vous le disais en préambule, c'est qu'il faut être salarié ou dirigeant salarié. Hein, si on est indépendant, par exemple, vous êtes profession libérale avocat, par exemple, ben là, un avocat, ben, il n'est pas éligible au régime de l'impatriation. Ça concerne uniquement les salariés et assimilés salariés. Et ça peut concerner aussi bien les salariés qui ont une mobilité intragroupe. Hein, vous êtes dans telle entreprise à Hong Kong et vous venez travailler dans la filiale ou pourquoi pas la société mère en France, mobilité intragroupe, ça fonctionne. Mais ça peut être aussi tout à fait une nouvelle entreprise dans laquelle vous commencez votre activité en France. Hein, c'est les deux types de contrats. Il ne faut pas avoir été résident fiscal en France pendant les 5 dernières années civiles. Et donc, c'est un calcul sur 5 années pleines, 5 années civiles pleines, hors de France pour bénéficier de ce régime. Mais vous voyez, comme dans la plupart du temps en France, il n'y a pas de critère de nationalité. Hein, donc, un national français est tout à fait éligible, comme un national étranger est aussi éligible au régime impatrié. Une décision assez intéressante qui était à l'époque dans le cadre franco-belge, c'est que quelqu'un était venu de Belgique en France pour reprendre une entreprise et il n'avait pas de salaire. Et donc, comme il n'avait pas eu de salaire, il avait uniquement fait des plus-values. On va le voir juste après. L'administration fiscale disait, comme vous n'avez pas eu de salaire, vous n'êtes pas éligible au régime impatrié. Et donc, là, le Conseil d'État a donné raison aux contribuables en disant, même si vous n'avez pas de salaire, mais dès lors que vous êtes quand même salarié ou dirigeant salarié, même si vous ne percevez pas effectivement un salaire, mais que vous remplissez toutes les autres conditions, vous êtes éligible au régime impatrié. Vous voyez, une décision du 21 octobre 2020, hein, c'est une des jurisprudences intéressantes dans ce régime. Et là aussi, il y a une condition de prendre une résidence fiscale en France. Hein. Ça veut dire que j'étais non-résident, au moins pendant 5 années, je reviens travailler avec un contrat de travail en France et je deviens résident fiscal français. Voilà. Après, il y a éventuellement quelques aménagements possibles si la résidence fiscale n'est pas immédiate, mais globalement, c'est l'esprit. Il faut venir travailler en France et prendre une résidence fiscale en France. Alors, le point d'attention, qui est vraiment un point potentiellement contentieux, et pas seulement pour les footballeurs du Paris Saint-Germain, hein, qui sont éligibles au régime des impatriés. Je dis ça parce qu'il y a des jurisprudences sur des footballeurs du PSG, c'est qu'en France, on doit être soumis quand même à l'impôt sur le revenu sur son salaire de référence. Ça veut dire que le législateur considère que, par exemple, si vous êtes sur un salaire normalement de référence de 100, vous devez être fiscalisé en France au moins sur ce salaire de 100. Et donc, la prime d'impatriation et éventuellement l'activité exercée à l'étranger dans cette limite des 50%, ça veut dire que vous pourriez avoir potentiellement 100 d'exonération dès lors que vous avez 100, qui est votre minimum, on va dire, de salaire de référence. Et donc, il y a des fois des difficultés pour calculer ce salaire de référence. Et donc là, c'est là où il faut voir, est-ce qu'on a déjà des fonctions similaires, par exemple en France, pour déterminer, soit avec l'employeur, soit avec une enquête externe de chasseurs de tête, quel est le salaire de référence, on va dire minimum. C'est le minimum qui doit être fiscalisé en France. Et ça, évidemment, c'est potentiellement un point plus ou moins facile à déterminer selon la fonction que vous allez occuper en France.
Ensuite, on va passer à la partie plus justement financière. C'est juste après, en effet, avant, on avait prévu de vous dire tout de suite un mot sur le régime des impatriés à l'impôt sur la fortune, immobilière, qui est un autre régime finalement des impatriés. Pourquoi c'est un autre régime? Parce que là, pour le coup, pour le régime impatrié de l'impôt sur la fortune immobilière, vous n'avez pas besoin de contrat de travail ou d'être un dirigeant salarié. Il n'y a pas cette condition-là. C'est pour ça que c'est un régime un peu différent. La seule condition pour bénéficier du régime impatrié impôt sur la fortune immobilière, c'est d'avoir été hors de France pendant 5 ans. Et si vous avez donc été hors de France pendant 5 ans, vous revenez en France, et ben, le régime impatrié IFI fait que pendant 5 ans, vous n'allez pas avoir besoin de déclarer votre patrimoine immobilier hors de France. Hein, normalement, quand on est résident français, maintenant on a un régime qui s'appelle en effet depuis 2018 l'impôt sur la fortune immobilière. C'est que dès qu'on a plus d'1,3 million de patrimoine immobilier au global, ben on doit déclarer et payer un impôt sur la fortune. Hein, on vous a mis le slide sur le barème hein, qui commence le seuil est à 1,3 million, mais le calcul se commence à 800 000, hein, à 0,5% et qui va jusqu'à 1,5%. Donc, si on a moins d'1,3 million de patrimoine immobilier imposable, on n'est pas concerné par l'IFI. Par contre, si on a plus d'1,3 million de patrimoine imposable, on est concerné par l'IFI. Et lorsqu'on est normalement résident français, on doit déclarer son patrimoine immobilier mondial. Sauf que grâce au régime impatrié, pendant 5 ans, on n'aura pas besoin de déclarer les biens à l'étranger. Donc, je prends un exemple. Vous avez un appartement de 2 millions d'euros, par exemple, à Paris. Vous avez le même bien immobilier de 2 millions à Hong Kong. Dans le régime impatrié, vous devenez résident français, donc vous devez potentiellement toujours déclarer les 2 millions de l'appartement à Paris. Par contre, vous n'aurez pas à déclarer à l'IFI l'appartement situé à Hong Kong, en tout cas pendant 5 ans. Voilà globalement ce que permet ce régime impatrié IFI, qui est déconnecté, on va dire, du régime impatrié IR. Voilà, on voulait aussi faire un focus sur une partie justement plus financière, puisque ce régime impatrié à l'impôt sur le revenu, donc c'est les slides suivantes. Merci Séverine. Ça permet aussi d'avoir des avantages en matière financière. Hein. Donc là, vous redevenez résident fiscal de France. Donc là, aujourd'hui, hein, depuis maintenant 2018, hein, c'était la grande réforme de M. Macron. Il y avait l'IFI d'un côté, et puis il y a eu l'instauration de ce qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax en anglais, qui a instauré globalement que tous les revenus financiers, dividendes, intérêts, assurance vie, en tout cas pour les nouvelles primes versées à compter de 2017, sont soumis à un taux unique d'imposition qui est de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, ça vous fait un taux d'imposition de 30%. Si vous êtes dans le régime impatrié, donc là, le régime impatrié, impôt sur le revenu, avec ce que je disais tout à l'heure, les conditions sur le contrat de travail, vous allez bénéficier de 50% d'abattement sur vos revenus, et on le verra après sur vos plus-values, mais uniquement sur la partie impôt sur le revenu. Donc, avec la flat tax, ça se traduit comment? Ça veut dire que si vous êtes dans le régime impatrié, vous allez, au lieu de payer les 12,8% d'impôt sur le revenu, vous allez payer 6,4%, la moitié d'impôt sur le revenu. Par contre, vous aurez à plein les prélèvements sociaux. Hein, malheureusement, l'abattement de 50%, il ne s'applique que pour l'impôt sur le revenu, il ne s'applique pas pour les prélèvements sociaux. Hein. Et en effet, vous êtes aujourd'hui, hein, d'où le fait de se poser des questions sur des stratégies éventuellement de percevoir des revenus de sources françaises en étant à Hong Kong plutôt que avant de devenir résident français, ou éventuellement peut-être de faire quelques plus-values avant de devenir résident français, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, à Hong Kong, vous êtes dans un régime fiscal intéressant qui n'impose pas notamment les dividendes
et les plus-values. Voilà, donc là, on vous a fait une page sur les revenus. Il y a la même page ensuite sur les plus-values. Donc peut-être juste un point d'attention, là c'est la slide suivante, merci, c'est sur les plus-values. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes résident à Hong Kong, bah, normalement, en effet, bah, si vous faites des plus-values sur titre, on va dire financier, bah, vous n'êtes pas soumis à l'impôt en France et vous n'êtes pas non plus soumis à l'impôt à Hong Kong. Il y a quand même 2 points d'attention sur cela. C'est que, bah, premièrement, il faut quand même vérifier qu'on n'est pas soumis à l'exit tax en France. Hein. Voilà, est-ce que exit tax qui a beaucoup changé ces dernières années en France, hein, qui existe depuis 2011. Donc, en effet, l'exit tax, c'est un système qui fait que même si vous êtes résident à l'étranger, bah, vous pouvez être soumis à l'impôt sur votre plus-value financière en France. Donc, voilà, donc bien vérifier que vous n'avez pas fait ou vous n'aviez pas à faire, en tout cas, de déclaration d'exit tax en France. Et l'autre point, c'est que si jamais vous avez une participation substantielle, c'est-à-dire une participation importante dans une société française, bah là aussi, la France, même si vous êtes résident à Hong Kong, la convention fiscale permet à la France de taxer ce qu'on appelle les plus-values sur participation substantielle. Donc, ça peut être notamment le cas si vous avez des participations significatives dans par exemple, des sociétés familiales françaises, vous pouvez être soumis le cas échéant à l'impôt en France. Voilà, alors quelles sont globalement les conditions pour bénéficier du régime impatrié en matière de revenus financiers et de plus-value financière? Ben, il y a une condition très importante, c'est que le compte-titre ne doit pas être déposé en France. Le compte-titre doit être déposé hors de France, donc dans un pays qui n'est pas un paradis fiscal selon la France, et dans un pays avec une convention fiscale avec la France. Donc typiquement, Hong Kong est un État éligible au régime impatrié en matière financière. Donc ça veut dire que si vous avez gardé un compte-titre à Hong Kong et que vous êtes devenu résident français, vous avez gardé un compte-titre à Hong Kong, bah, vous avez le bénéfice sur ce compte-titre du régime impatrié. Voilà. Vous ne l'aurez pas, voilà, malheureusement, pour ceux qui ont plutôt des comptes-titres en France, ça ne fonctionne pas pour les comptes-titres en France. Ce régime ne fonctionne pour les comptes-titres situés à l'étranger. Donc, ça peut être à Hong Kong, mais ça peut être évidemment, notamment à Luxembourg, à la Banque transatlantique Luxembourg. Voilà globalement ce qu'on voulait vous dire sur ce régime impatrié en matière à la fois de rémunération et puis de plus-value et de revenus financiers. Et puis on a juste fait un focus avec Séverine et puis Hervé, parce qu'on a eu beaucoup de questions, souvent d'expatriés, sur les sorties de régimes de retraite, hein, des gens qui ont notamment, pourquoi pas, cotisé dans des fonds de pension de Hong Kong ou éventuellement d'autres pays, mais là en l'occurrence Hong Kong. On devient résident fiscal de France. Comment globalement se passe la sortie de ce type de fonds de pension? Bah, globalement, la Convention prévoit que Hong Kong aura le droit de taxer ces sorties de fonds de pension. Et globalement, à notre connaissance, sous réserve bien sûr d'un fiscaliste local, les pensions là, seraient imposées comme des salaires, donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu de Hong Kong. Et ce qui est quand même important, c'est que du côté français, il faudra quand même déclarer aussi ces pensions. Elles ne seront pas réimposées en France, hein, ce sera une imposition seulement à Hong Kong, pas en France, mais il faudra quand même les déclarer, et notamment si vous avez d'autres revenus imposables de source française, bah, voilà, ces revenus pourraient éventuellement augmenter le taux d'imposition de vos autres revenus imposables en France. Donc en résumé, sortie d'un fonds de pension, imposition à Hong Kong, pas d'imposition en France, mais quand même déclaration des revenus pour le calcul de l'imposition des autres revenus. Voilà. Un petit focus, Bertrand. Logiquement, si la personne devient résidente de France, elle ne sera a priori pas imposée à Hong Kong. Disons que
Hong Kong traite les pensions comme des salaires, en fait. Donc, du coup, quand ils sont perçus à Hong Kong, ils seront taxés comme des salaires. Mais a priori, et sous réserve effectivement d'un fiscaliste, je pense qu'elles ne seront pas taxées une fois que la personne sera partie de Hong Kong. Sauf, d'accord. Voilà. D'accord. Donc là, il pourrait y avoir, ce qui est un petit peu étonnant, mais en tout cas, du point de vue de la Convention, potentiellement une double exonération dans ce cadre-là, sauf si le fait de ne pas taxer à Hong Kong repermet à la France d'avoir un crédit d'impôt différent, mais normalement, si c'est ni taxé à Hong Kong, ça pourrait ne pas être non plus taxé en France, c'est des cas très rares, au cas par cas. Parce que très généralement, les sorties du MPF qu'on connaît ici à Hong Kong se font en capitale quand les gens partent de Hong Kong. Donc, c'est vraiment, c'est pas le cas le plus récurrent qu'on peut rencontrer sur Hong Kong. D'accord. Donc les gens, s'ils sortent du régime, en tant que résident de Hong Kong, ils payent de l'impôt. Et s'ils le font en tant que résident français, ils ne payent pas d'impôt à Hong Kong. Alors, à vérifier, mais effectivement, je n'ai pas plus d'infos sur ce point-là. En tout cas, c'est un point en effet intéressant, en tout cas pour nos auditeurs, à prendre en compte s'ils sont en effet concernés par ça et vérifier ce qui est le plus intéressant pour eux. Voilà. Donc, justement, je te laisse la main sur la partie immobilière. Je vais prendre la main, oui, effectivement, pour parler avec vous du régime fiscal de la vente d'un bien immobilier à Hong Kong ou de sa mise en location. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des personnes parmi vous qui sont peut-être là à Hong Kong depuis longtemps, qui ont à un instant donné décidé d'acheter un bien immobilier, que ce soit pour y vivre en tant que résidence principale ou alors pour le mettre en location. Et de ce fait, on peut se poser la question de savoir quoi faire au moment de partir. Est-ce que je vends mon bien immobilier ou est-ce que je continue à le louer ? Donc, alors, bien sûr, la question fiscale ne sera pas le seul critère. Et en tout cas, il est intéressant de voir quel sera le traitement en cas de vente de la plus-value que je pourrais générer de ce bien. Donc, en fait, on le sait, à Hong Kong, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value lors de la cession d'un bien immobilier à Hong Kong. Il y a par contre une taxation qui s'effectue sur chaque transaction sous la forme de stamp duty. Donc, alors là, qui n'est pas toujours imputable au vendeur en tant que tel. De toute façon, c'est toujours le contrat qui le stipule. Enfin, il vaut mieux le préciser dans le contrat, qui est redevable du stamp duty. Donc, il y a 3 types de stamp duty. Le ad valorem stamp duty, sauf exemption, qui est de 15% du montant déterminé de cession. Il peut y avoir, et donc là, en cas de départ, peut-être un peu plus précipité, j'ai acheté un bien immobilier il y a moins de 3 ans, il peut y avoir un spécial stamp duty qui varie entre 0 et 20% de la valeur de cession en fonction de la durée de détention du bien, si elle est inférieure à 3 ans. Donc, ce stamp duty a été mis en place en 2010 pour pallier en fait à la spéculation autour de l'immobilier à Hong Kong. Donc ensuite, alors là, ça nous concerne moins, parce que c'est quand on achète un bien et qu'on n'est pas permanent resident, il peut y avoir une taxe supplémentaire, donc qui est le buyer stamp duty de 15% également. Donc, il n'y a pas de plus-value il n'y a pas d'imposition sur la plus-value lors de la cession, mais effectivement, il y a des taxes qui sont prélevées. En revanche, donc ça, c'est pour la partie Hong Kong, c'est si je vends mon bien en étant résident à Hong Kong, il n'y a pas de plus-value. Que se passe-t-il si je décide de rentrer en France et une fois en France, je revends mon bien immobilier? Eh bien, on va être imposé en France sur la plus-value selon les règles françaises, avec une exonération pour la résidence principale, sous condition, bien sûr, et avec un crédit de l'impôt payé à Hong Kong. Donc, comme il n'y avait pas d'impôt sur la plus-value, le crédit d'impôt sera ici donc de 0. Ensuite, donc, on va prendre le cas où je décide de garder mon bien immobilier et de le mettre en location. Vous étiez propriétaire de votre résidence principale,
vous décidez de conserver ce bien, de le mettre en location, vous allez donc percevoir des revenus. Donc, il va y avoir donc, une taxation à Hong Kong de ce fait, parce que le bien est basé à Hong Kong, donc il y aura toujours un paiement de taxes d'imposition sur les revenus faits à Hong Kong. Alors, de manière simple, la base taxable sera les loyers perçus, moins les taxes que vous payez annuellement auprès du gouvernement. Et on va également affecter un abattement de 20% qui correspond à toutes les charges d'entretien et de travaux que vous pouvez avoir sur votre bien. Et sur cette base taxable, je vais donc prélever un impôt de 15%, qui est le plafond à Hong Kong sur l'imposition des particuliers. Déclaration, il y aura donc une déclaration en France de ces revenus immobiliers selon les règles françaises, et il y aura donc un crédit d'impôt égal à l'impôt français, ce qui veut dire entre guillemets que sur ces revenus en tant que tels, vous n'allez pas être imposé en France, mais par contre, on va calculer le taux d'imposition sur le revenu moyen qui servira à taxer vos autres revenus en France. Donc, il y aura une augmentation de vos revenus globaux et donc un taux d'imposition moyen plus élevé et donc au final une imposition un peu plus élevée sur les revenus que vous percevez en France. Je te repasse la main, Bertrand, pour la partie Merci Séverine. Voilà, pour vous laisser quand même le temps de poser des questions tout en respectant l'horaire. Quelques mots sur la partie donation, et puis je laisserai Séverine et Hervé conclure sur la préparation justement du retour. Donc en effet, ce qu'il faut savoir, donc le slide suivant, c'est qu'il n'y a pas de convention, comme on l'a dit tout à l'heure, entre la France et Hong Kong en matière de droit de donation. Donc ça veut dire que d'un côté, on a Hong Kong qui ne prend pas de droit de donation, mais de l'autre, on a la France qui a une vision qui va pouvoir appliquer, on va dire, tout son droit sans limitation par une convention. Et globalement, les droits de donation, c'est important de les avoir, de les connaître, parce qu'il n'y a pas de régime impatrié en matière de droit de donation. On a vu l'IR, on a vu l'IFI, mais il n'en existe pas en matière de droit de donation. Ce qui veut dire que quand vous êtes un potentiel donateur, et que vous, donc celui qui potentiellement va donner, pourquoi pas à vos enfants par exemple, dès que vous allez être résident fiscal français, au jour où vous devenez résident fiscal français, vous êtes imposé mondialement aux droits de donation en France. Ça veut dire que si vous voulez donner même votre bien immobilier à Hong Kong, par exemple, une fois que vous êtes devenu résident de France, vous êtes soumis aux droits de donation en France. C'est aussi le cas lorsque, si vous restez pour l'instant à Hong Kong, vous voulez donner à un enfant qui est résident français, si l'enfant il a plus de 6 ans de résidence fiscale en France au moment où vous faites la donation et qu'il est bien sûr résident français au moment de la donation, lui aussi, il est imposé mondialement. Et la dernière possibilité d'être imposé au droit de donation en France, c'est de donner des biens français, c'est-à-dire à la fois de l'immobilier, mais aussi des titres de société françaises peuvent être soumis aux droits de donation, sont soumis même aux droits de donation en France, même si les donataires et donateurs sont devenus non résidents. Donc là, il y a en effet des règles, on va dire, ce qu'on appelle dans notre jargon, des règles de territorialité qui sont un petit peu complexes en France, là où Hong Kong, c'est extrêmement simple. Et donc, si on est taxable en France, globalement, il y a un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans entre parents et enfants, et on peut donner 31 865 euros sous certaines conditions, ce qu'on appelle de dons familiaux de sommes d'argent. Voilà. Et après, on a des techniques en France de démembrement de propriété, de pacte du Treil sur certaines sociétés pour limiter l'impact. Et ce qui est aussi important de savoir lorsqu'on est un nouvel impatrié, c'est que par contre, il n'y a pas de droit de succession entre époux et partenaires pacsés. Donc la France est un paradis fiscal pour les successions entre époux, mais ça peut être beaucoup plus cher pour des transmissions aux enfants. Et on vous a mis la page 27, là, le barème, puisqu'il y a un barème qui s'applique
entre parents et enfants, qui va, vous voyez, pour les gros patrimoines, les grosses donations, qui commencent à 5%, mais qui va assez vite à 20%, et qui va pour les gros patrimoines à 45% entre parents et enfants. Donc là, comme vous le savez, dans le débat présidentiel, il y a eu les différents candidats ont donné, hein, les droits de succession et droits de donation ont fait partie des débats sur la présidentielle. Donc, évidemment, en fonction du choix des Français, dimanche, il y aura sans doute des modifications plus ou moins à la marge sur sans doute les abattements, peut-être le délai de 15 ans. Enfin voilà, on s'attend à des modifications en la matière d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous laisse la parole pour la dernière partie. Alors Hervé, si c'est toi qui parles, tu n'as pas mis ton micro. Oui, merci Bertrand, c'est bon, on me réentend? Voilà. Oui, c'est bon. Merci Bertrand. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Le dernier slide donc, pour compléter les différents propos qui ont été tenus et évoquer un accompagnement peut-être un peu plus global. Vous rentrez en France, alors pour certains, vous aurez peut-être la chance que là, s'il y a des biens, un ou des biens immobiliers qui ont été loués, par exemple, votre retour en France va coïncider peut-être avec une fin de bail, hein, donc faire attention à la rigidité du bail, hein, c'est quand même 3 ans. Dans ce cas-là, c'est parfait, mais ce n'est pas toujours le cas de figure. Et dans ce cas-là, donc, vous allez peut-être rechercher une prochaine résidence principale. Voilà, dans ce cas de figure, donc, la Banque Transatlantique est capable de vous accompagner sur l'identification et la recherche d'un bien immobilier. Alors, ça ne se fait pas sur la France entière. Hein, pour l'instant, c'est plutôt ciblé sur Paris Intramuros, Île-de-France et toute la côte ouest. Hein, donc, on travaille aujourd'hui avec un certain nombre de réseaux, voire même parfois des chasseurs d'appartements. Et on peut là tout à fait vous appuyer sur la recherche d'un bien. Une fois qu'on a identifié un bien, il s'agit peut-être aussi de le financer. Alors, ce sont déjà des choses que l'on fait aujourd'hui pour les Français qui sont résidents à Hong Kong. Hein, on est de nombreuses reprises et assez fréquemment, régulièrement, sollicités par des Français donc, qui viennent nous voir pour financer une acquisition d'une résidence, d'un bien immobilier en France. Ça peut être une prochaine principale, ça peut être du secondaire, ça peut être du locatif, ça peut être un pied-à-terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, et plus on est loin, plus c'est vrai, il est difficile, hein, l'accès au crédit immobilier est quelque chose d'assez difficile d'une manière générale avec les banques françaises, du fait simplement que vous soyez non résident. Parce que pas de salaire en France, pas de revenus. Donc la prise de risque, elle est considérée comme un peu plus importante. Et donc, soit on ne fait pas, soit on fait dans des conditions qui ne font pas forcément être sexy. Donc on va caper les durées, les taux vont être un peu surpricés, il va y avoir des demandes d'apport qui peuvent être assez importantes. Donc nous, on finance exactement dans les mêmes conditions, hein, que vous soyez résident à Hong Kong ou demain dans une logique de retour en France. On a toujours pu financer sans trop de difficultés, hein, des Français qui nous sollicitaient. Et on peut même aller jusqu'à 100% de l'acquisition. Alors, attention, aujourd'hui, depuis 2021, on avait historiquement une pratique de place, hein, qui est devenue quelque chose de réglementaire, c'est les fameux 35%. Donc aujourd'hui, on ne peut pas et on ne pourra pas dépasser. On est dans un raisonnement et une logique qui est complètement différente là, de ce que vous pouvez connaître potentiellement à Hong Kong et dans le monde anglo-saxon d'une manière générale, où le financement dans l'esprit se fait différemment. Donc là, on raisonne sur les flux. Et donc, on va comparer la charge financière à vos revenus de l'autre côté. Et on ne pourra pas dépasser 35% donc, des revenus. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans une logique d'acquisition et qui n'ont pas forcément non plus d'historique de salaire en France, c'est arrivé, on a dû gérer ce cas de figure un certain nombre de fois. Ils vont être dans une location dans un premier temps, et puis peut-être à N+1, N+2, rentrer dans une logique d'acquisition. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place donc, ce qu'on appelle une garantie de loyer. Donc ça supposera l'ouverture d'un compte chez nous, bien évidemment. Et puis donc avec des actes administratifs, des actes de nantissement. Donc on va nantir entre 1 an et 2 ans de loyer pour pouvoir de l'autre côté
assurer votre location, ce qu'on appelle une caution bancaire ou une garantie de loyer. Voilà, Séverine, je te laisse peut-être compléter sur la dernière partie du slide. Oui. Alors donc du coup, effectivement, on est présent pour vous accompagner sur les sujets donc, liés au changement de résidence. Donc, comme l'a dit Hervé, soit pour la résidence principale, soit pour vous aider dans l'allocation d'un bien en France. On peut vous aider également sur d'autres points. Déjà, avant toute chose, c'est avant le départ, c'est de pouvoir vous aider à vous poser les bonnes questions sur l'analyse de votre patrimoine financier et de mettre tout cela en phase avec vos objectifs, donc, qui peuvent être divers et variés. Ça peut être de la transmission, ça peut être de la capitalisation pour à terme se créer des revenus. Et donc, tout ça nécessite une analyse et des choses à mettre en place. On parlait tout à l'heure du régime d'impatriation où, pour bénéficier de l'exonération sur les revenus capitaux mobiliers, il faut que le portefeuille titre soit détenus hors de France. Donc, on a vu qu'avec Hong Kong, ça fonctionnait, mais il y a peut-être une volonté de rapatrier ces fonds en Europe parce qu'il y aurait moins d'attaches en Asie. Et donc, on peut aussi avoir des solutions de booking hors de France au sein de l'Europe, notamment en zone euro, notamment au Luxembourg. Ensuite, il peut y avoir aussi une thématique à traiter qui est la gestion de vos plans de stock option et d'actions gratuites. Donc, en fait, quand on change de pays, que ce soit un Français qui part de France et qui vient à Hong Kong ou l'inverse, il est bon de se poser la question de savoir quelle sera la taxation. Est-ce qu'il faut réaliser des plus-values avant de partir de Hong Kong? C'est toutes ces questions-là qu'on peut être amené à évoquer avec vous. Alors, ce qu'on peut ajouter sur ce dernier point, Séverine, également, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Banque transatlantique a mené un très, très gros développement sur ces 15 dernières années sur la gestion des plans de stock option et actions gratuites, au point de devenir le leader en France. Donc, on gère des entreprises, de grandes entreprises du CAC 40, pour la structure en France, mais pour leurs implantations également à l'étranger. On gère également des filiales de grands groupes, des grands groupes étrangers pour leurs filiales en France. Et on gère également toute la problématique et la dimension internationale. Et Dieu sait que parfois, on peut avoir des parcours assez compliqués. On peut avoir des attributions en étant en France, avoir une partie de son parcours au UK, à Singapour, être à Hong Kong, finir à Hong Kong, et puis exercer finalement ses actions gratuites avant de rentrer en France, en étant à Hong Kong, ou ses stock options en étant à Hong Kong avant le retour en France. Et donc là, c'est déterminer à qui finalement on devra des sous. Est-ce qu'on devra des sous à l'administration fiscale au UK, à Singapour, à Hong Kong, éventuellement à la France? Donc il y a des règles de prorata qui vont peut-être ou potentiellement s'appliquer. Et donc on est capable, là aussi, de vous accompagner et d'apporter en fait du conseil sur le traitement fiscal qui pourra être appliqué dans le cas d'un exercice de stock ou d'action gratuite réalisé à Hong Kong avant un retour en France. Voilà, ça peut être un parcours simple ou un parcours un peu plus compliqué. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je ne sais pas s'il y a, j'ai pas forcément accès au chat. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées ou d'autres qui peuvent l'être en live maintenant. La précision de Nicolas Michaud, merci Nicolas, sur les pensions MPF qui sont exonérées d'hier à Hong Kong, sauf la partie de contribution volontaire de l'employeur. Et donc là, moi, j'ai eu le temps de vérifier là rapidement. C'est quand même un point important par rapport à cette précision. Merci, merci pour cette précision. Et l'échange qu'on avait eu avec Séverine, c'est que, en effet, si le Hong Kong ne taxe pas, si Hong Kong ne taxe pas la sortie du fonds de pension et que vous êtes devenu résident fiscal français à ce moment-là, la France reprend le droit de taxer. Puisqu'en fait, elle retire le droit d'imposition que si c'est taxé à Hong Kong ou si ce n'est pas taxé à Hong Kong, la France va retrouver le droit de taxer la sortie du fonds de pension, que ce soit en capital ou en rente. Il y a plusieurs modalités de taxation en France, mais en tout cas, elle aura le droit de taxer. Donc là, c'est aussi, vous voyez, un point extrêmement important d'anticipation, sans doute avant le retour en France.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou en direct. Ou, voilà. Sinon, moi, j'ai Alors, pour l'instant, éventuellement deux non. précisions. Oui. S'il n'y a pas de questions, j'ai juste deux petites précisions. C'est que le régime impatrié impôt sur le revenu, hein, il est valable le maximum 8 ans. Hein, je ne l'avais pas bien précisé tout à l'heure. C'est 5 ans pour l'IFI. Ce n'est pas le même délai, c'est 8 ans maximum pour la partie impôt sur le revenu. Et si jamais il y a des gérants de fonds qui nous écoutent, il y a aussi un régime impatrié pour les carried interest, c'est-à-dire, ils comprendront la part de plus-value qu'ils peuvent avoir sur leur gestion. Il y a un régime spécifique pour les carides, pour les gens concernés. Donc, voilà. Donc, si jamais il y en a, ils peuvent aussi nous poser des questions, revenir vers nous sur ce plan-là. Voilà. Moi, j'en ai terminé pour ma partie. Merci de votre attention, en tout cas. C'est Voilà, vrai donc que n'hésitez pas s'il y a des questions. Sinon, s'il n'y a pas plus de questions que cela aujourd'hui, bon, n'hésitez pas à nous contacter localement, que ce soit Séverine ou moi-même hein, sur Hong Kong. alors j'ai une Vous avez les numéros question. de téléphone qui s'affichent. J'ai une question D'accord? qui nous dit, Oui. faut-il signer le contrat de travail étant toujours basé à Hong Kong? Alors, je suppose que c'est pour bénéficier Dans le du cadre du régime régime des impatriés. d'impatriation. Bah, c'est quand même bien mieux, puisque, comme on vous l'a dit, il ne faut pas être résident fiscal de France au moment où faut revenir, en gros, avec le contrat de travail. Donc, si on est déjà, par exemple, résident fiscal de France et qu'on signe après son contrat de travail, bah, en gros, c'est plus bon. Donc, voilà. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire oui, hein, voilà, signer son contrat de travail en étant basé à Hong Kong pour ensuite bah, voilà, pouvoir bénéficier de ce régime impatrié, prendre la résidence fiscale, avoir l'exonération de la prime d'impatriation et les quelques autres avantages dont j'ai parlé. Donc la réponse, oui. Merci pour votre question. C'est vrai que c'est un sujet assez dense et il y a beaucoup de points à voir. J'ai une autre question. Donc, est-ce que le contrat doit mentionner le régime d'impatriation? Alors ça, c'est pas une obligation. Mais c'est quand même mieux, et notamment, bien évidemment, si le contrat de travail peut avoir une indication sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le salaire de référence qui est pour vous, on va dire, le minimum d'imposition en France, ça vous donne évidemment un peu plus de sécurité fiscale que de faire vous-même, par exemple, votre abattement de 30% quand vous faites votre déclaration de revenus et qu'il n'y a rien d'indiqué dans le contrat. Donc voilà, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est en pratique plus sécurisant d'avoir quand même quelques indications, au moins quelques lignes, au moins sur le principe et éventuellement sur le montant, soit de la prime, soit sinon du salaire, on va dire, salaire de référence. Il y a une première question qu'on avait ratée. Au-delà de 5 ans, doit-on déclarer les 2 appartements, Paris et Hong Kong? En fait, c'est pas Donc ça, 5, c'est c'est pour plutôt 8 en l'IFI. fait, Bertrand. J'imagine Oui, c'est pour probablement, l'IFI. tout à fait. Hein, voilà, parce que je ne la vois pas la question. OK. Bah, si c'est pour l'IFI, oui. Le régime impatrié impôt sur la fortune immobilière, pendant 5 ans, vous ne déclarez pas l'appartement à Hong Kong. Et une fois que les 5 ans sont finis, bah, là, vous devez intégrer, évidemment, si les règles sont encore les mêmes dans 5 ans. Beaucoup de choses peuvent changer en France, mais si les règles sont les mêmes dans 5 ans, vous devez intégrer l'appartement à Hong Kong dans votre IFI. Voilà, évidemment, évaluation en euros, c'est à vous d'évaluer sous contrôle de l'administration. C'est évidemment plus compliqué pour elle, mais elle peut tout à fait, elle a avoir par exemple un droit d'information pour essayer de connaître quelle est la valeur de marché de l'appartement à Hong Kong, par exemple. Donc, oui, comme on a pu le Très voir, bien. effectivement, il y a beaucoup de questions et, à se Ah, poser avant le d'ailleurs, départ. ça y est, parce que, Il y a oui, un petit il n'y en avait pas décalage. beaucoup au début. Voilà. Je vois une question, moi, sur les 5 années pleines, doivent-elles être consécutives? Oui, en tout cas, il faut avoir, voilà, en gros, si on regarde dans le rétroviseur, par exemple sur 2022,
on regarde les 5 années précédentes, il ne faut pas avoir été résident fiscal ni en 2021, 20, nanana, pendant 5 ans pour bénéficier du régime impatrié. Voilà, donc plus 5 années hors de France, voilà, juste avant le retour en France. Et oui, et c'est 5 années pleines, donc il faut faire attention, parce que des fois, voilà, on a des clients, ils ont 5 ans de date à date, mais c'est vraiment 5 années civiles pleines hors de France. Ce n'est pas du date à date. On a abordé beaucoup de sujets, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de questions à se poser. On est présent ici sur place, Hervé et moi-même, pour échanger avec vous. Donc, on se rend compte effectivement que ce n'est pas la veille du départ qu'il faut se poser ces questions. Quand il y a des donations à envisager, il ne faut pas la faire juste avant le départ non plus, c'est peu conseillé. Donc, il faut essayer d'en discuter en amont. Et on est là pour vous accompagner, pour vous faire bénéficier de notre réseau d'experts, le cas échéant, hein, quand on a si besoin. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, parce que voilà, c'est pour vrai que celles et voilà, ceux. pardon. Ce sera juste mon mot de conclusion à moi. Là, on n'a parlé que de la fiscalité. Aujourd'hui, c'est un élément évidemment important. Il y a quand même les éléments, bien sûr, financiers, immobiliers, notamment, mais il y a aussi, et on pourra éventuellement faire peut-être un autre webinaire un jour, mais il y a aussi les aspects civils. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous aviez peut-être fait des régimes matrimoniaux, des testaments, des choses comme ça, ou pourquoi pas parfois des trusts à Hong Kong ou ailleurs. Et le fait de revenir en France peut aussi avoir des aspects civils au-delà de la partie fiscale. Donc, voilà. Donc, merci de votre attention. Voilà. On avait une dernière pour celles question. Et ceux qui souhaitent. Ah, il y a une question. Ah oui, il y a encore une question, effectivement. Pour le contrat d'impatriation, qu'entend-on par une entreprise pour le contrat d'impatriation, qu'entend-on par une entreprise nous appelle à rentrer? Est-ce que si nous rentrons de notre plein gré et avons trouvé un poste et toujours résident à Hong Kong, sommes-nous éligibles au statut d'impatriation? Oui, si vous avez été appelé par une entreprise française, par exemple, vous travaillez à Hong Kong dans l'entreprise A, vous êtes appelé par une entreprise B qui n'a rien à voir avec l'entreprise A, et voilà, dans le cadre de vous allez prendre un nouveau contrat de travail et devenir, comme je disais tout à l'heure, résident fiscal de France du fait du contrat avec l'entreprise B. Ça fonctionne. Voilà, vous pouvez tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, signer éventuellement ce contrat de travail entre la France et Hong Kong, et puis après, vous commencez vos contrats de travail, vous êtes éligible au régime impatrié. Donc, vous pouvez rentrer de votre plein gré en France. Merci. Je pense que, sauf s'il y a une dernière question, on est prêt à la prendre, mais a priori, il n'y en a pas d'autres. Merci encore. Si vous souhaitez donc individualiser, parce qu'on ne peut pas forcément aborder là toutes les dimensions et tous les aspects de ces sujets qui ont été traités aujourd'hui. Si vous souhaitez individualiser donc cette présentation, n'hésitez pas à venir nous voir sur place, Séverine ou moi-même. Toutes les coordonnées s'affichent. Merci Bertrand pour ton intervention une fois de plus. Et puis merci Séverine, merci à la Chambre de commerce également pour son implication et la mise en place de ce webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir.